Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'hôtel de la Métropole et un grand merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu à cette invitation. Donc on va démarrer cette première partie consacrée à ce temps fort un petit peu de cette semaine des assistantes maternelles avec une belle conférence qui s'annonce. Mais pour démarrer, je laisse la parole à Sandrine Roulet, sous-directrice de l'action sociale de la Caisse d'allocation familiale du Rhône. Merci. Monsieur le Président de la Métropole, Mesdames et Messieurs les maires de la Métropole et élus, Madame la Vice-présidente à l'action sociale et l'action éducative, Mesdames et Messieurs les assistants maternels, animateurs de relais, partenaires, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette soirée dédiée aux assistantes maternelles. Donc cette deuxième édition de la Semaine des assistantes maternelles est l'occasion pour moi de remercier le Président de la Métropole pour cette belle action partenariale qui réunit les professionnels de la petite enfance, de la métropole, de la CAF, ainsi que l'ensemble des communes du Grand Lyon. Alors, le nombre et la qualité des événements qui seront organisés durant cette semaine est le reflet du fort investissement de chacun, et je nous en félicite collectivement, ainsi que je n'oublie pas nos collaborateurs respectifs afférés à la réussite de cette rencontre dont je salue encore ici l'implication. Donc, il est important de rappeler que l'accueil individuel est le premier mode d'accueil en France, en offrant 33 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. Les caisses d'allocation familiale, qui en sont le premier soutien financier, entendent poursuivre le développement de ce secteur et le valoriser encore auprès des parents. Alors, l'accueil individuel s'inscrit pleinement dans les principes de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant pour grandir en toute confiance, qui est bien le cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui va nous réunir toute cette semaine. Je tiens à en rappeler quelques-uns des grands principes. L'accueil par un professionnel permet d'être à l'écoute des particularités de chaque enfant. Le contact avec un petit nombre d'enfants dans un environnement stable et serein lui permet de se socialiser en toute tranquillité. Et enfin, le lien de confiance entre le parent et le professionnel permet une écoute active pour adapter les attentes et les besoins de chacun. Alors il est nécessaire pour nous, et notre présence aujourd'hui à tous et notre rencontre le rappelle, il est nécessaire de valoriser, soutenir et accompagner ces métiers d'accueil du jeune enfant, qu'on parle de l'accueil collectif ou de l'accueil individuel, dans la droite ligne des orientations de la Convention d'objectifs et de gestion qui est signée entre les caisses d'allocation familiale et l'État. Nous avons également pour mission de faciliter la mise en relation de l'offre et de la demande en matière de mode d'accueil. Alors je ne serai pas trop longue, mais je souhaite quand même illustrer aussi mes propos par des événements et des éléments forts qui ont pu nous réunir en 2019. 2019, les relais d'assistantes maternelles fêtent leur 30e anniversaire. Depuis leur création, sont devenus des vrais services de référence, tant pour les parents que pour les professionnels. Et les animateurs, animatrices, souvent de ces lieux d'accueil et de ressources, ont su s'adapter aux besoins toujours changeants, mouvants du territoire, et ont modernisé en ça leurs pratiques pour avoir une plus grande proximité des parents et des autres professionnels de la petite enfance. Une autre avancée que je tiens à souligner, qui était faite de la branche famille et qui était très attendue des parents, la mise en place du service tout en un, vous permettez l'expression, qui permet aux parents de ne plus faire l'avance du complément libre choix du mode de garde et qui va sécuriser le versement des salaires aux assistantes maternelles. Et dans l'intérêt des assistantes maternelles, comme des parents employeurs, la CAF et la MSA ont noué un partenariat avec le Centre national Page Emploi. Donc pour finir, je dirais simplement que l'intérêt que nous portons ensemble à la petite enfance et ses problématiques doit surtout nous permettre de mieux répondre aux besoins des familles et des professionnels de notre territoire, en alimentant aussi les objectifs du schéma des services aux familles que nous avons signé avec nos partenaires et au premier rang la métropole. Le bien-être de l'enfant est bien au cœur de nos préoccupations. Alors il nous faut encore force de réflexion et d'innovation pour poursuivre l'adaptation des pratiques à notre environnement. Donc je vous souhaite ensuite une très bonne conférence, une très bonne semaine riche de découvertes autour de la thématique du jeu ce soir et vous remercie enfin de votre attention. Est-ce qu'à un moment de la conférence, on peut fermer toute la lumière ? Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon. Merci.
Madame Roulet, mesdames et messieurs les élus et représentants des services des différentes communes, bien sûr les représentants d'associations partenaires et des relais d'assistantes maternelles, je voudrais peut-être saluer plus particulièrement Madame Blandine Reynaud, adjointe à la petite enfance à la ville de Lyon, qui nous fait le plaisir d'être présente ici, et puis Muriel Laurent, vice-présidente, en charge de nombreux sujets qui tournent autour de l'éducation, de la parentalité, de l'action sociale sur notre métropole. Je la remercie d'être présente ici. Et puis bien sûr, j'allais dire, mesdames et messieurs les assistantes et assistantes maternelles, mais ma première sensation, je vous la confie tout de suite de manière très spontanée. Ici, cette assemblée, elle réunit les conseillers communautaires près tous les mois. Vous savez, cette assemblée n'est pas encore paritaire et elle n'a pas tout à fait le même profil quand je la regarde aujourd'hui que quand je la regarde les jours de conseil. Ça va changer puisque en avril, la parité sera obligatoire dans cette assemblée, donc on aura une forme de diversité un peu plus forte que celle qui existe aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation ici ce soir. D'abord parce que c'est, vous l'avez dit, Madame Roulet, la deuxième édition de cette initiative. La première avait été, je crois, un beau succès. C'était plus de 1500 participantes et participants dans cette semaine, et je crois que ça nous a conforté dans l'idée de renouveler cette opération sur cette métropole cette année. D'abord, ce succès, il est d'abord lié avant tout à l'engagement des 9500, c'est ça, 9500 au dernier pointage, à peu près, au dernier pointage, assistantes et assistants maternels sur la métropole, et qui accueille chaque jour, je crois, un peu plus de 31 000 enfants âgés notamment de 0 à 6 ans. D'abord, moi, je tenais à être à vos côtés aujourd'hui pour d'abord et avant tout saluer votre dévouement à l'égard des enfants dont vous prenez soin au quotidien, mais plus que votre dévouement, d'abord et avant tout votre professionnalisme. Je crois que c'est ce qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut d'abord et avant tout insister. Parce que être assistante maternelle ou assistant maternel, c'est bien sûr un métier, c'est bien sûr un emploi, mais c'est une fonction parce que s'occuper d'un enfant, d'en être un devenir, c'est quelque chose d'extrêmement particulier, d'extrêmement fort dans notre société, et en particulier dans notre métropole. C'est, j'allais dire, une grande, très grande responsabilité que vous avez, que vous choisissez de prendre à un moment donné dans votre orientation professionnelle, parce que, eh bien, c'est quoi? C'est éveiller, c'est éduquer, c'est ouvrir les enfants au monde en quelque sorte, et on sait combien les choses sont déterminantes, en particulier sur les 3 premières années. On parle des 1000 premiers jours de la vie, ce qui correspond à peu près, si j'ai bien fait la multiplication, à peu près aux 3 premières années. Il y a des tas de choses qui se jouent dans ces 1000 premiers jours, des liens d'attachement qui sont déterminants dans la construction d'abord physique, mais aussi psychique, psychologique, sociale, affective, cognitive, pour un enfant et finalement pour sa vie de futur adulte. J'ai été moi-même un parent qui, suivant les matins et suivant l'humeur, confiait ses enfants à une assistante maternelle, quelquefois les déposait, quelquefois les livrait, quelquefois les faisait livrer. Et je sais combien le premier contact du matin est un contact extrêmement important parce qu'il gère bien sûr l'humeur et l'état de l'enfant, mais aussi l'humeur et l'état des parents et le stress de la journée qui s'ouvre à eux avec plus ou moins de temps consacré à ce passage-là extrêmement important. Et vous savez, et ma propre expérience le montre, le gérer de manière parfaite, et c'est quelque chose et un moment extrêmement important qui nous ramènera peut-être au jeu, monsieur, mais c'est vous qui le direz tout à l'heure. Dans la métropole de Lyon, il y a un enjeu extraordinaire parce qu'il y a plus de 20 000 naissances par an, donc des besoins extrêmement forts. Et il est fondamental, bien sûr, d'assurer l'accueil de tous ces jeunes enfants et bien sûr dans les meilleures conditions possibles. Alors, bien sûr, nombreux sont les parents qui se tournent d'abord et avant tout vers ce qu'on appelle les structures collectives. Et je crois que la mission que nous nous sommes donnée, y compris dans cette métropole, c'est de montrer aussi que l'accueil individuel présente de nombreux avantages. Vous l'avez dit à travers votre intervention. D'abord, c'est un mode de garde qui est souvent plus souple. Je parlais tout à l'heure de chercher, déposer, livrer, venir rechercher, etc., etc. Et puis surtout, c'est souple parce que ça mixte finalement les gardes
les temps de garde individuels et les temps collectifs, et on l'a évoqué tout à l'heure à travers les relais d'assistantes maternelles, qui sont aujourd'hui facilités, notamment à travers la mise en place du tiers payant proposé par la Caisse d'allocation familiale. C'est pour ça que la métropole, en partenariat avec la CAF et avec, je crois aujourd'hui, plus d'une trentaine de communes sur cette métropole, tient absolument à mettre à l'honneur les assistantes maternelles, les assistants maternels, excusez-moi messieurs, et mettre à l'honneur ce mode de garde à travers cette semaine. Ça nous paraît extrêmement important. D'abord parce que qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite montrer à tous les parents, mais aussi aux futurs parents, ce que signifie être assistant maternel, et d'abord de faire passer un message assez fort, et vous le vivez vous-même au quotidien, que ce métier a beaucoup changé depuis, d'ailleurs, y compris sur les modes de garde collectif. Je vous ferai une confidence, je peux dire ça, hein, je peux le raconter, j'ai 3 enfants, une fille de 32 ans, donc c'était, à l'époque, le mode de garde était... Et on déposait, il était interdit de rentrer à l'époque dans les crèches. La directrice se tenait à l'entrée, les bras croisés, et prenait les enfants presque à l'extérieur. On voit bien que les choses ont beaucoup évolué. Et chez les assistantes maternelles et chez les assistants maternels, on voit bien que les choses ont beaucoup évolué. Ce métier a beaucoup changé, c'est beaucoup professionnalisé. Il est important de le dire et de le faire savoir aux parents, de faire savoir aux parents d'abord que, bien, pour obtenir un agrément, il ne suffit pas de le demander. Il y a un certain nombre de conditions qui sont posées, et en particulier la formation qui est prise en charge par la métropole, ces fameuses 120 heures, je crois, de formation, et je pense que c'est important de le faire savoir aux parents et aux futurs parents. Il est important, je l'avais vu lors de ma visite de l'an dernier dans un relais d'assistante maternelle à Vaux-en-Velin, de rappeler les spécificités de vos métiers, et notamment d'expliquer aux parents que vous êtes souvent aux avant-postes, y compris pour détecter notamment les handicaps et d'en faire part, d'éventuels handicaps, et d'en faire part aux parents. C'est pas simplement un mode de garde, c'est bien autre chose de beaucoup plus ambitieux. Il est important de souligner que être assistante maternelle, c'est des pratiques pédagogiques qui sont très en phase avec les attentes des parents, grâce à des activités diversifiées. C'est pas simplement, et d'ailleurs peut-être que le mot mode de garde est un peu galvaudé, il faudrait peut-être l'élargir et peut-être inventer d'ailleurs un nouveau mot au lieu d'assistante ou d'assistant maternel, peut-être pour que ça évoque quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus ambitieux. Mais ça, il faut laisser ça à celles et ceux qui réfléchissent au marketing pour peut-être trouver un mot qui veuille exactement dire ce que signifie cette profession, parce que vous intervenez bien sur l'hygiène, vous intervenez sur l'alimentation, vous intervenez sur le sommeil, sur la prévention, y compris la prévention des écrans, qui est une chose extrêmement forte aujourd'hui. Et donc c'est l'ensemble de ces dimensions que vous représentez. Bien sûr, les actions que nous menons avec les associations permettent de favoriser bien sûr la qualité de l'accueil des enfants, en accompagnant les familles, mais aussi les assistantes maternelles. Je voudrais profiter aussi de l'occasion d'être présent ici devant vous toutes et vous tous pour saluer le travail des 400 professionnels des services de la protection maternelle infantile des maisons de la métropole. C'est un sujet extrêmement important pour nous et je voudrais les saluer. J'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques jours lors d'un séminaire des cadres de cette métropole, que cette métropole avait changé, que cette métropole n'est plus uniquement une métropole avec des services urbains, avec de l'urbanisme et du logement. C'est une métropole qui accompagne les habitants depuis la naissance jusqu'au vieillissement. Et qu'à travers ça, il y a la protection maternelle infantile, il y a la protection de l'enfance, qui est un autre sujet extrêmement important, et la métropole doit mettre les moyens absolument nécessaires sur l'avenir de nos enfants dans cette métropole, tout comme d'ailleurs sur l'éducation à travers les collèges. Je voudrais simplement vous dire que vous faites un métier qui est un métier qui fait du lien. Et comme tous les métiers qui font du lien, c'est des métiers qui font du bien. Ça, c'est le côté poète du soir, voyez-vous, parce que le soir, comme ça, on se laisse aller à la poésie. Mais plus sérieusement, je voudrais d'abord et avant tout, au nom de la métropole, d'abord vous remercier du travail que vous faites. Vous êtes souvent considérés
et des membres quelque part à part entière de nos familles, en quelque sorte, à travers votre bienveillance, mais aussi, encore une fois, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur votre professionnalisme, et vous jouez un rôle essentiel dans la vie de nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très rapide. Merci encore à toutes et à tous de l'engagement que vous avez au quotidien. Merci d'être présente et d'être présent ici, et puis de vous souhaiter une bonne conférence qui, je suis sûr, vous fera encore, quelque part, vous donnera encore d'autres idées, et d'améliorer encore, parce que, comme tout un chacun, c'est valable pour vous, mais c'est valable aussi pour nous élus, d'améliorer nos pratiques. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Pascal Derue, qui va nous faire l'honneur de nous expliquer un petit peu pourquoi jouer est si important. Bonsoir. Avec toutes les paroles qui sont dites, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bonhomme qui est présent dans cette salle et qui représente les 31 000 enfants dont vous êtes responsable. Il est pourtant bien là et il nous dit quelque chose qu'on va écouter. Et bien sûr, il oublie immédiatement ce qu'il a envie de nous dire, et puisque c'est un enfant, il se met à jouer. Et encore jouer. Et il m'entraîne dans son jeu en me disant « Mets la boule dans la boîte et fais rouler la boîte. » Il est ravi qu'il y a du désordre devant nous, parce que les enfants mettent si facilement en désordre. Et il me dit encore, si on jouait à mettre dedans et à mettre dehors, et puisque je suis son compagnon, sa compagne, ben je prends la boule et je la mets dedans, et je recommence indéfiniment ce jeu, car vous savez que les enfants ne cessent de répéter leur jeu jusqu'au moment où ils le maîtrisent. Et puis, en la mettant encore une fois dedans, il fait jaillir la magie de l'enfance et ressort une plume. Et nous sommes bien au cœur du sujet, au cœur de toutes les enfances que vous accompagnez. Et nous allons nous réjouir de découvrir combien jouer est quelque chose de magnifique que nous pouvons servir. Je voudrais vous dire que je viens avec beaucoup d'humilité au milieu de vous, parce que vous passez bien plus de temps avec des enfants tous les jours que moi, avec mes petits-enfants ou avec les enfants des autres quand je donne des formations. Et donc je n'ai rien à vous apprendre. Et en me demandant ce que je pouvais peut-être vous apporter, en cherchant sur mon chemin au cœur du jeu qui date tout de même de 40 années de cheminement, je me suis dit que je pourrais peut-être vous apporter 2 ressources. La première, c'est de vous aider à dire oui, et encore oui, et inlassablement oui, à cette demande de l'enfant que vous entendez si souvent, « Veux-tu bien jouer avec moi ?» Et la seconde chose que je pourrais aller chercher dans mes réserves, c'est de vous aider à durer dans le plaisir du jeu. Car il n'est pas rare que nous soyons lassés ou que nous nous disions « j'ai autre chose à faire ». Alors pour introduire le sujet, je me suis dit que nous allions regarder ensemble une vidéo de Catherine Guéguen, une vidéo très courte, 7 minutes, moi qui m'a beaucoup changé, et qui est sur la bienveillance. Catherine Guéguen est une pédiatre, et elle va nous parler de façon très très claire sur ce que l'empathie produit dans un enfant qui est en crise. Et moi, vous allez voir, à travers cette vidéo, je me suis retrouvé de l'autre côté des 7 minutes et je me suis dit, ce qu'elle propose, je peux le faire.
Alors pour clarifier la vidéo et vous permettre de l'accueillir, je voudrais clarifier le mot empathie. L'empathie, ce n'est pas de la sympathie et ça n'a rien à voir avec l'antipathie. Dans la sympathie, je parle de mes sentiments. Même chose dans l'antipathie. Dans l'empathie, je me mets à la place de l'autre, ici à la place de l'enfant, et j'essaye de percevoir ses émotions à lui. C'est important. Deuxième chose, elle va parler de tempête émotionnelle. Une tempête émotionnelle, c'est quand l'enfant est soudain pris par quelque chose qui le dépasse. Ça peut être quelque chose de négatif, et nous verrons, ça peut être quelque chose de positif. Et la troisième chose dont elle parle, et c'est pour ça que j'ai remis le schéma sur l'écran, elle va montrer des schémas du cerveau et elle va parler de deux zones qui vont vous aider à bien comprendre son sujet. D'une part, la zone du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien ou le cerveau archaïque, et c'est quelque chose qui est actif dès la naissance de l'enfant. C'est grâce à ce cerveau que quand l'enfant se sent menacé, qu'il réagit. Il va réagir de trois façons possibles, soit en fuyant, soit en faisant face, soit en se figeant. Et elle va expliquer que c'est une réaction de survie qui nous habite aussi. Et puis elle va parler tout à coup d'une partie avant de notre cerveau qui est l'orbitofrontal, et elle va nous dire que c'est quand cette partie-là du cerveau établit des connexions parce qu'il est en train de maturer que l'enfant va pouvoir gérer les émotions primaires face à la peur, face à l'agression. Donc il va y avoir un lien entre les deux et elle va dire combien l'empathie, la bienveillance vont agir sur la capacité de l'enfant de gérer ses émotions. Je rappelle que le cerveau d'une personne humaine n'est pas mature avant l'âge de 25 ans. Et que les 1000 jours qu'on a évoqués, les 3 premières années, le cerveau de l'enfant est vraiment très peu mature et que tout le projet de l'éducation bienveillante sera d'activer les connexions de l'orbitofrontal pour qu'elle puisse intervenir sur le cerveau archaïque, parce que quand on reste trop longtemps dans la fuite, dans le faire-face ou dans la sidération, il y a des mécanismes, des productions d'hormones, le cortisol, qui vont abîmer l'hippocampe et donc l'endroit de la mémoire et de la mémorisation. On regarde cette vidéo. Bonjour, nous allons voir ensemble que la bienveillance est fondamentale pour le développement du cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Les dernières découvertes scientifiques sur le développement du cerveau affectif et social sont pour moi une des avancées majeures de ce début du XXIe siècle, car elles nous aident à mieux comprendre l'enfant et nous éclairent sur les conditions nécessaires à son épanouissement. Depuis des millénaires, dans le monde entier, la bonne éducation est de croire, en pensant bien faire, que faire souffrir l'enfant en le punissant, en l'humiliant, verbalement ou physiquement, va lui permettre de progresser, d'avoir un comportement et d'apprendre mieux. Or, en 2013, Rebecca Waller, de l'Université d'Oxford, fait le bilan de 30 études sur les éducations punitives et sévères. Elle conclut que les effets sont déplorables et totalement contraires au but recherché par les adultes. Ce type d'éducation n'améliore pas du tout l'enfant et l'adolescent, c'est le contraire, elle les rend insensibles, durs, sans empathie et conduit souvent à des conduites antisociales, délinquance, agressivité, vol, drogue. Ces recherches scientifiques très pointues nous disent que durant l'enfance, le cerveau est beaucoup plus fragile, beaucoup plus malléable et immature que pressenti. Chaque expérience relationnelle
va modifier en profondeur les molécules cérébrales, les neurones, leurs connexions, les structures et circuits cérébraux et même l'expression de certains gènes. Et ces recherches confirment qu'une relation empathique, aimante, soutenante est la condition fondamentale pour permettre au cerveau d'évoluer de manière optimale. L'enfant est alors capable de déployer toutes ses facultés affectives et ses facultés intellectuelles. Il sait exprimer ses émotions, aimer, coopérer, il réfléchit, aime apprendre, découvrir et il a du plaisir à vivre. Ces recherches nous aident à mieux comprendre l'enfant. Beaucoup d'adultes veulent par exemple que l'enfant de 2-3 ans se comporte comme un adulte et soit raisonnable. Or, l'enfant à cet âge-là est soumis à de véritables tempêtes émotionnelles dues à son cerveau immature. L'enfant a d'immenses colères, chagrins, paniques. Ces comportements ne sont pas du tout des caprices, mais sont dus uniquement à son cerveau immature. En dessous de 5 ans, le cerveau archaïque et émotionnel domine l'enfant et l'enfant n'arrive pas à se contrôler. La partie du cerveau qui contrôle nos émotions, nos impulsions, le cortex orbitofrontal et les circuits le reliant au cerveau émotionnel et archaïque ne commencent à maturer qu'entre 5 et 7 ans, et c'est ça l'important, en fonction de la bienveillance des adultes. Ce cortex orbitofrontal, c'est une zone du cerveau qui est essentielle, puisqu'elle régule nos émotions, nous permet d'être empathique, d'avoir un sens moral et de savoir faire des choix. Entre 1 et 3 ans, si l'enfant se trouve dans des situations qui le mettent en état d'insécurité, s'il se sent en danger, si ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, besoin d'affection, d'attention, de jouer, de calme, son cerveau archaïque va le dominer et le conduire à avoir des réactions instinctives d'attaque, de fuite ou de sidération. Il ne réfléchit pas, il peut donc attaquer immédiatement. Il n'est pas méchant, il ne porte pas le mal en lui, ceci est seulement dû à la dominance de son cerveau archaïque. Quand on le laisse seul avec sa détresse, ses chagrins, sa colère, ses peurs, il va sécréter des molécules de stress, du cortisol. Et quand le cortisol est un taux très élevé ou prolongé, il devient très toxique pour son cerveau qui est fragile. Et il peut même détruire des neurones dans des zones essentielles du cerveau de l'enfant. Le cortex préfrontal, l'hippocampe, le corps calleux, le cervelet. Au contraire, chaque fois que l'adulte comprend l'enfant, l'aide à mettre des mots sur ses émotions, l'apaise, le console, adopte une attitude douce, chaleureuse, avec un regard compréhensif, des gestes tendres, en parlant d'une voix calme, apaisante, il va aider le cerveau à maturer. Et ces tempêtes émotionnelles diminuent progressivement vers 5-6 ans. C'est donc l'entourage qui va rendre l'enfant raisonnable en faisant maturer son cerveau. Ceci ne veut pas du tout dire être laxiste, laisser tout faire. Non, l'adulte donne des repères, un cadre, mais il le fait avec empathie et bienveillance. Quand il voit que l'enfant n'a pas un comportement adéquat, il lui dit son désaccord, il lui donne confiance. Je ne suis pas d'accord quand je t'entends dire cela, quand je te vois faire. Tu vas apprendre à faire autrement et je te fais confiance. Mais il ne juge pas l'enfant, ne le critique pas, ne lui fait pas de reproches en disant « ce n'est pas bien de, tu n'es pas gentil, tu es paresseux, égoïste, etc. » Car ces paroles humiliantes empêchent un bon développement du cerveau. Et en entendant ces paroles, l'enfant perd confiance en lui, se dévalorise et ne progresse pas. Un enfant élevé avec bienveillance, empathie, va devenir lui-même empathique, sociable et ne développera pas des comportements agressifs et antisociaux. Les études sont faites sur ce sujet. Le maternage, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre soin, rassurer, consoler, apaiser. Il n'est pas réservé aux bébés. À tout âge, on peut avoir besoin d'être materné. Il n'est pas non plus réservé aux femmes. Les hommes sont capables tout autant que les femmes de materner. Ce maternage a de très nombreuses actions favorables sur le cerveau, entre autres sur ce fameux cortex orbitofrontal, structure cérébrale essentielle, comme nous l'avons vu. Ce maternage nous permet de mieux faire face au stress et agit sur le développement de l'hippocampe, une structure cérébrale centrale pour la mémoire et l'apprentissage. Le maternage favorise aussi le développement d'une molécule cérébrale, le BDNF, qui favorise le développement du cerveau. Le maternage agit aussi sur la sécrétion d'une molécule essentielle qu'on appelle l'ocytocine et qui permet d'être empathique. Cette molécule est la molécule du lien avec les autres, de l'amour, de l'amitié. Elle engendre la confiance, l'altruisme, la coopération. Elle diminue le stress et l'anxiété.
l'ocytocine va déclencher la production de 3 autres molécules importantes, la dopamine, les endorphines, la sérotonine. La dopamine stimule la motivation indispensable pour tout apprentissage. Elle donne du plaisir à vivre, de la créativité. Les endorphines sont des opioïdes, donc de l'opium. Elles procurent donc une sensation de bien-être. La sérotonine stabilise l'humeur. Ces molécules produisent chez l'enfant ce dont les adultes rêvent, un enfant calme, non stressé, empathique, confiant, curieux, motivé et heureux d'apprendre. L'empathie se transmet. À chaque fois que l'enfant reçoit de l'empathie, de l'affection, il sécrète de l'ocytocine qui lui permet à son tour d'être empathique et affectueux. C'est donc un cercle vertueux. Plus nous recevons d'empathie, plus nous avons un taux élevé d'ocytocine et plus nous sommes capables d'être empathiques. L'inverse est aussi vrai. Moins nous recevons d'empathie, moins nous avons d'ocytocine et moins nous sommes capables d'être empathiques. Alors la vidéo que vous venez de voir montre ce que la bienveillance et l'empathie provoquent dans un enfant en crise émotionnelle, je vais dire négative. Quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui l'angoisse, etc. Et ce soir, je me propose d'explorer l'autre versant. Le versant dont témoigne ce dépliant sur cette semaine, parce que quand je le feuillette, je vois, je vais parler au féminin, c'est plus facile, des assistantes maternelles heureuses. Des assistantes maternelles qui jouent. Je vais parler de ce versant où l'enfant est dans la joie, sans doute parce qu'il est dans le jeu, et tâcher de voir ensemble comment notre empathie et notre bienveillance est tout aussi féconde dans ces moments-là, en apportant peut-être autre chose comme type de message. Pour ça, nous allons faire quelques détours, mais je me disais, si je vous demandais de faire une causerie de 10 minutes sur l'intérêt de jouer pour un enfant ou l'intérêt de jouer avec lui, sans tomber dans les clichés bleu, rose, consommation, jeux vidéo, made in China, qu'est-ce que vous pourriez dire ? 10 minutes de plaidoyer. Alors, à la place de ça, pour ne pas vous ennuyer, parce que le petit bonhomme me chuchote, tu leur demandes quelque chose d'exigeant, je vous propose de faire 1 minute de silence avec cette question intérieure. Quelles sont les bonnes raisons que j'aurais pour défendre la place du jeu dans la maison où je reçois les enfants? Et de partir de cette interrogation personnelle que nous n'allons pas nous partager pour écouter ce que je voudrais vous partager. Quelles sont les bonnes raisons que j'aurais de défendre la place du jeu, l'importance du jeu dans la maison où j'accueille les enfants, et quelles seraient les bonnes raisons que j'aurais de jouer avec eux? Je vous propose d'entrer dans un court silence. Et pendant que vous étiez en train de réfléchir, le petit bonhomme est revenu près de moi. Il m'a dit « Arrête d'ennuyer ton public avec des questions et toi, dis-leur de bonnes raisons pour lesquelles il faut défendre le jeu des enfants. » Et je dirais 3 choses sur l'importance de jouer. La première chose, c'est que le jeu est relié à la vitalité de l'enfant. Je vais y revenir.
Ensuite, nous ferons un détour pour voir combien jouer est important pour un enfant et que réduire le jeu en coupant les ailes du jeu, c'est presque un drame. Et enfin, on prendra le temps de découvrir, loin de tous les manuels de psychologie, puisque je ne suis pas un psychologue, pourquoi jouer est une bonne nouvelle magnifique. Et sur la première question, comment le jeu est relié à la vitalité de l'enfant, je vais vous faire 3 récits. Le premier récit se passe en Afrique du Sud, au KwaZulu-Natal, où un projet initié par une femme qui s'appelle Sharon Deville travaille avec des enfants qui ont le sida, enfants qu'on a regroupés parce que leurs parents étaient orphelins dans des communautés d'enfants qui habitent ensemble. Et le projet, c'est de créer une ludothèque qui va se rendre dans les villages dont les accès ne sont pas carrossables pour jouer avec les enfants. Et donc les ludothécaires, le matin, préparent les jouets qu'elles vont emmener en les mettant dans leur sac, mettent le sac à dos et parcourent les 20, 30, 40 kilomètres pour rejoindre les communautés villageoises où habitent ces enfants. Et l'une d'elles raconte que la première fois qu'elle arrive dans le village, les enfants ont été réunis sur la terrasse couverte et qu'ils sont tous là assis et apathiques, déjà dévorés par le sida. Mais elle raconte que la 4e fois qu'elle revient, les enfants ont tous la tête dressée pour la guetter et qu'ils manifestent en cela que le jeu est en train de réveiller leur santé. Deuxième récit. On va mettre une diapositive si c'est possible. Ce récit se passe dans les camps de concentration et est rapporté par un historien qui s'appelle George Eisen. Et il nous raconte ceci. Les enfants dans le camp de Auschwitz jouaient à un jeu où ils se mettaient en cercle. Un des enfants volontaires était placé au milieu du cercle, les yeux bandés. À son insu, même s'il savait que ça allait arriver, un enfant du cercle quittait sa place, s'approchait de lui et lui donnait un coup, puis reprenait doucement sa place en se remettant dans le cercle. Et en fait, c'est un jeu extraordinaire si on prend le temps de le comprendre. Tous ces enfants qui étaient devant des scènes de mort et d'extermination, ils apprenaient à se défendre pour survivre. En effet, quand l'enfant avait été frappé, il enlevait son bandeau et il faisait le tour du cercle pour tenter de deviner qui l'avait frappé. Et les autres, pour ne pas se laisser deviner, restaient impassibles. Et c'était exactement la répétition des scènes du matin où, quand il y avait eu un vol de nourriture, les gardes passaient devant les enfants pour tâcher de découvrir celui qui, par son visage, se trahissait. 3e récit. On peut couper, oui. Il se passe en France, à Carmaux, près de Albi. C'est aussi une histoire avec une ludothécaire qui, dans ses solidarités, cherche à déposer, apporter du jeu dans un camp où vivent des gens du voyage. Et pour entrer dans le camp, il faut s'annoncer, et on s'annonce à l'entrée du camp chez la matrone qui, dans sa roulotte, surveille les allées et les venues. Et quand l'assistante sociale et la ludothécaire présentent le projet, la matrone leur répond « Ce n'est pas des jeux dont nous avons besoin, nous n'avons même pas de toilettes et il y a de la boue absolument partout. » Et puis, elle hausse les épaules
et elle leur dit « Mais si vous voulez jouer, allez jouer ». Et durant 6 mois, cette équipe de 2 ludothécaires va jouer avec les enfants à travers des jeux de construction de pétanque finlandaise, pour ceux qui connaissent, c'est le molki, vont créer des spectacles de magie que les enfants vont prester avec une grande fierté devant les roulottes familiales, vont s'arranger pour être 2 fois présents parce que ça va se passer dans des camps différents et donc ils vont galoper entre les 2 camps pour avoir 2 fois droit au jeu. Et bref, c'est une expérience très belle qui un jour se finit et le jour où elle se clôt parce que les 6 mois sont passés, les ludothécaires vont dire au revoir à la femme de la roulotte qui leur dit, elle qui avait dit « ce sont des toilettes dont nous avons besoin », elle leur dit « j'espère que vous allez revenir ». Et dans ce dernier récit, bien plus que la survie qu'on voit dans les 2 premiers récits, les enfants qui raniment leur santé en Afrique du Sud, qui d'instinct trouvent dans le jeu des ressources pour survivre, dans le 3e récit, on découvre que le jeu est une nourriture gratuite sans doute, mais une nourriture tout aussi essentielle pour les enfants du monde entier. Second détour, avant d'arriver à ce qui est pour moi le cœur du jeu. Les enfants et tous les êtres humains naissent avec des instincts. On en connaît certains, l'instinct de survie, l'instinct de reproduction. Mais quand on creuse, un instinct étant quelque chose que l'être humain a à la naissance et qu'il ne doit pas apprendre. Ce sont des comportements qui sont dans ses gènes. Et l'enfant, particulièrement lui, parce que c'est un comportement qui va s'estomper progressivement, naît avec un équipement de série qui est, et les biologistes disent que c'est un instinct, qui est l'instinct ou la faculté d'explorer et la faculté de s'enthousiasmer. Et à partir de ce comportement, ils vont explorer le monde sans cesse avec un enthousiasme, une gourmandise qui va faire qu'ils vont explorer leur corps, le corps des autres, qu'ils vont explorer les lieux où ils habitent, qu'ils vont explorer leur langage, qu'ils vont être confrontés à leurs émotions et qu'ils devront les explorer, qu'ils vont explorer leurs compétences et leur adresse, qu'ils vont explorer leur intelligence. Mais ils sont aussi dotés d'autres choses qui leur est donné de naissance, quelque chose qui joue en duo avec ce désir d'explorer et ce désir d'enthousiasme, c'est la faculté de jouer. En anglais, on dit le don de l'espièglerie. Et dès qu'ils le peuvent, ils vont employer ce don, cette capacité de jouer pour explorer. Alors, pensez aux enfants qui sont chez vous. Comment découvrent-ils leur corps et quels sont les jeux qu'ils font avec leur corps pour explorer la vie? Il y a des jeux tout simples qui sont jouer avec les mains qu'ils regardent, jouer avec les pieds qu'ils bougent. Ils vont jouer avec leur corps qu'ils vont essayer de rouler. Ils vont jouer avec ce qu'ils peuvent faire de plus habile avec leurs mains. Et donc, c'est par jeu qu'ils vont exercer les choses. Le jeu est un moteur et ce jeu leur donne du plaisir, donc ils l'emploient sans cesse. Dans leur relation, ils vont découvrir qu'il y a d'autres enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont vivre avec ces autres enfants? Eh bien, tout simplement, ils vont jouer avec eux. Qu'ils jouent à des jeux de construction ou l'un à côté de l'autre, qu'ils jouent en groupe, ils vont rentrer dans une socialisation
qui va leur permettre d'acquérir des choses nécessaires pour vivre en société. Ils vont explorer le langage. Comment voyez-vous que les enfants jouent avec le langage? Et ça se passe chez vous avec les tout-petits quand ils sont en train de jouer avec les syllabes. Ils sont ouverts à tous les langages du monde. Et donc leur ba, 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 bi exprime cette grande ouverture. Et nous pensons qu'ils sont déjà en train de dire maman ou papa ou de dire votre prénom, mais eux jouent. Et puis, parce que vous réagissez davantage à des syllabes, c'est celle-là qu'ils vont privilégier, mais c'est d'abord un jeu important puisqu'il va leur permettre d'acquérir une façon d'entrer en relation, une façon d'acquérir leur culture, et sans culture, on ne s'intègre pas. Ils vont acquérir des compétences, par exemple avec la cuillère, qui va faire beaucoup de crasse autour de leur bouche, qu'ils vont jeter, qu'ils vont reprendre jusqu'au moment où ils vont maîtriser leur jeu, et la cuillère va rentrer toute seule, proprement, et ressortir toute seule. Ils vont jouer à tenir un crayon de tous les côtés jusqu'au moment où ils vont le maîtriser. En fait, l'enfant, quand il joue, il exploite toutes les faces possibles de ce qui est un jouet pour lui, et quand il le maîtrise bien, soit il le mène plus loin, soit il l'abandonne pour découvrir autre chose. Il va découvrir par exploration et par jeu le lieu où il habite, d'abord à quatre pattes, en découvrant le dessous des choses, le dessous des chaises, le bord du fauteuil, l'endroit où il peut être tout seul, se cacher sous la table. Il va découvrir que le lieu est un formidable paysage pour jouer. Mettez un enfant dans un nouveau lieu, sa façon de l'apprivoiser, c'est de l'explorer, de jouer, de trouver les arbres, de monter dedans, etc. Il va explorer son intelligence, ça va se passer un peu plus tard, notamment à partir de l'expérience des jeux de société. Il va explorer des stratégies, par exemple la stratégie nécessaire pour construire une cabane dans un arbre, ou la façon de traverser un ruisseau. Et il va même, dans son intelligence et dans son jeu, extrapoler et planifier des choses. Ah, demain, nous allons reprendre le jeu à tel endroit. Le jeu est vraiment la manière clé dont l'enfant va explorer. Et ce qui va se passer dans notre société, mais qui ne se passe en principe pas chez vous, c'est que dès qu'il va quitter la petite enfance, on va commencer à couper les ailes du jeu pour qu'il se dirige vers autre chose. Le privilège de vos maisons, c'est que le jeu peut avoir toute sa liberté de mener l'enfant dans des découvertes qui sont bien plus amples que ce qu'on pense. Et à travers ce jeu, l'enfant apprend et acquiert toutes les choses dont il a besoin pour vivre son autonomie et être dans notre société. Quand on joue en classe maternelle aujourd'hui, en fait, la réduction est très très grande par rapport à ce qu'est le panorama du jeu parce qu'on joue pour apprendre des choses cognitives. Dans les écoles Steiner, on apprend des choses, on joue pour être. Ce n'est pas du tout la même chose. Grande différence entre les écoles maternelles et les écoles initiées par des pédagogies où le projet, c'est que les enfants expérimentent les matériaux, expérimentent les lieux, expérimentent les liens sociaux afin de découvrir comment être un être vivant parmi d'autres. Le jeu est vraiment important et c'est au cœur de ce jeu, si nous le rejoignons, que nous allons pouvoir déposer quelque chose de magnifique. Le jeu a beaucoup de registres. Parfois, l'enfant joue dehors, parfois, l'enfant joue dedans. Dehors, il joue avec des pierres, avec de la terre, avec des chenilles, avec des feuilles. Il joue sur des terrains qui lui permettent un développement plus important de son jeu. À l'intérieur, il joue avec des jeux de construction, avec des poupées, avec des Playmobil, avec des Lego, avec des cubes. Parfois, il joue seul. Parfois, il joue avec ses frères et sœurs. Parfois, il joue avec les enfants avec qui il est en contact chez vous. Parfois, il joue avec des plus grands. Et le jeu a beaucoup de registres. Et en regardant mes expériences de jeu, j'ai toujours été frappé qu'il y avait
un moment extraordinaire qui faisait exulter les enfants dans leur visage, parfois clairement. Et c'est le moment où un adulte bienveillant entre dans l'univers du jeu et dit à l'enfant « Je viens jouer avec toi ». Alors moi j'appelle ça la maison du jeu. La maison du jeu, c'est le terme pour dire ce grand univers du jeu où un adulte consentant, qui aime jouer, rentre et se rend présent dans le jeu de l'enfant. Et ça veut dire quoi ça? Je vous redonne des récits. Le premier récit est un récit très court qui se passe en Corse et qui va nous dire combien le jeu est une nourriture essentielle, même pour un adolescent. Je donnais une formation à des éducateurs, donc une formation de jeu physique, en Corse. Et à midi, je me retrouve seul à la cantine et je viens m'asseoir à côté d'un ado qui avait 13 ans. Et il me demande ce que je fais dans son école et je lui dis « mais mon métier c'est de jouer ». Ah. Et puis moi je lui pose des questions et je lui demande, c'était en fait une école qu'on appelle une école de la dernière chance, donc des enfants qui avaient été beaucoup en échec sur des parcours scolaires et pour qui tout un programme adapté avait été conçu. Et je lui demande si ses parents viennent de temps en temps le visiter parce que les enfants présents dans cette école étaient en internat. Et il me dit oui, et je lui dis qu'est-ce que tu fais quand tes parents sont là? Il demande si mon vélo est en ordre, il me donne de l'argent de poche, ils prennent mon linge, et puis moi je dis par des formations professionnelles, est-ce que parfois ton papa joue avec toi? Et alors il me regarde avec des grands yeux et il a ce cri, oh ça j'aimerais bien. Dire que la relation de jeu avec un être aimé est précieuse et attendue. Deuxième récit, il nous emmène en Thaïlande. Je fais une marche, on s'en fiche. Et le soir, je demande l'hospitalité dans les fermes. Je suis dans une région hors de tout tourisme. L'hospitalité que je demande est une vraie hospitalité, il n'y a pas d'argent en cours. Je me retrouve accueilli dans une ferme et la maman me dit que je peux installer ma moustiquaire et mon autogonflant dans un coin du jardin sous un toit de paille. Mais mon projet, ce n'est pas de loger chez les gens, c'est un prétexte évidemment pour vivre une rencontre qui généralement est merveilleuse. Et donc dès que je me suis installé, je me rapproche du groupe des grands-parents, des mamans qui habitent dans la ferme et des enfants. Et cette fois-là, je me dis que je vais passer par les enfants. Et donc, je repère deux fillettes, 7 et 10 ans à peu près, de l'autre côté de ce grand cercle, parce que ce sont des communautés familiales qui comptent facilement 15-20 personnes. Je traverse le cercle pour me rendre près des deux filles, mais quand elles me voient, elles ont peur. Elles ont peur parce que je suis un blanc, et qu'un blanc, c'est pas beau pour des Asiatiques, et que les blancs, ils ont des longs nez, et que c'est effrayant. Quand je me promène au Laos et que je passe simplement sur la piste dans les villages reculés, les enfants d'1 an se mettent à pleurer en me voyant. Je ferai la même chose avec vous. Et donc, réaction normale de ces filles, quand elles me voient, elles se lèvent et elles viennent se placer de l'autre côté du cercle. Mais je prends mon courage à deux mains. Et si je faisais une parenthèse, vous allez voir que pour jouer avec les enfants, il faut de temps en temps prendre son courage à deux mains parce qu'on se dit qu'on va initier quelque chose d'inhabituel et de neuf. Alors le courage, il n'est pas vraiment haut. Personne ne nous juge, personne ne nous regarde, mais de rentrer dans une démarche que nous voulons, ça demande un peu de courage, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Et donc, je prends mon courage à deux mains et je décide de retraverser le cercle vers ces deux filles. Mais en cours de traversée du cercle, soudain, je me transforme en crocodile.
Et c'était extraordinaire le changement qui s'est passé à ce moment-là. Les enfants n'ont plus vu le blanc avec son visage pâle et avec son nez, mais ils ont vu l'adulte qui voulait devenir un compagnon de jeu. Et j'ai été adopté tout de suite. Ce fut une demi-heure de jeu avec leurs jeux, avec mes jeux, avec des marelles, avec des élastiques, avec 3 enfants sur mon dos, avec encore plus d'enfants sur mon dos. Extraordinaire. Quand l'enfant vous voit rentrer dans le jeu, il ne passe évidemment par la phase d'avoir peur puisqu'il vous connaît, mais il exulte parce que un adulte vient dans le royaume qu'il préfère. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que quand nous sommes bienveillants et quand nous le faisons à l'endroit préféré de l'enfant, viens jouer avec moi, il va se passer quelque chose de magnifique au niveau du message. En attendant, tandis que j'étais en train de jouer avec les enfants, je regardais de temps en temps les adultes et je voyais un petit sourire naître sur les lèvres de la maman. Et donc, après la demi-heure de jeu, chemise pleine de transpiration, je lui demande où je peux laver mon linge. Elle m'indique le robinet et m'apporte de la poudre à lessiver. Le soir, on m'invite à manger. Quand je regagne ma tente, enfin ma moustiquaire à 7 heures du soir, le grand-père m'apporte une lampe de poche pour que je voie clair. Et le lendemain matin, quand je quitte, le papa avait préparé des œufs et du riz pour ma route. Boule de neige. 3e récit. Le jeu s'appelle La Maison de Papy et c'est un jeu terrible. Pourtant, quand mes petits-enfants arrivent à la maison, c'est la première chose qu'ils disent « On veut jouer à la maison de Papy ». Et ils ne courent pas d'abord vers les boîtes de Lego, vers les Playmobil, ils ne vont pas voir dans le frigo ce qu'il y aura à manger le soir, ils disent « On veut jouer à la maison de Papy ». Et la maison de Papy, c'est un jeu terrible puisque c'est un jeu durant lequel je vais les manger. Alors c'est amusant parce que quand il y a des plus jeunes petits-enfants et que je propose ça, ils me regardent avec des grands yeux, mais ils voient l'enthousiasme des plus grands et donc ils se laissent faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'est vraiment très simple. Ils me donnent la main, je vais quelque part dans la maison, derrière le rideau, en dessous de la table de la cuisine, qu'importe, la maison de Papy c'est partout. Et une fois qu'ils sont là, je leur dis, ne vous enfouillez surtout pas. Je vais aller chercher mon couteau, mon sel, ma casserole, et ne vous enfouillez surtout pas. Évidemment, ils savent que c'est le signal de s'enfuir dès que j'ai le dos tourné. Et donc, je les entends partir, je fais semblant de courir très fort derrière eux, mais ils savent que l'endroit où on se réfugie, c'est l'endroit où ma femme a les yeux, les bras grands ouverts pour les accueillir, et alors ils sont en sécurité. Et ils rient. Et puis tout à coup, ça retombe et ils disent « Encore la maison de Papy ». L'adulte consentant qui veut bien rentrer dans cet univers de jeu. Donc la photo qui est là, c'est un souvenir extraordinaire pour mon épouse et pour moi-même. Nous étions en train de jouer à la maison de Papy, puisqu'elle se joue n'importe où, avec 2 de mes petites filles qui sont les 2 plus proches de moi. Et vous voyez que mon épouse, elle est comme sur un banc en train d'accueillir ceux qui s'enfuient de la maison de Papy. Et quand nous avons traversé 2 fois ce bac à sable qui me semble minable sur la photo, mais qui dans mes souvenirs mesurait tout de même 15 ou 20 mètres, il y a tout à coup un petit enfant qui apparaît. Et je m'accroupis près de lui et je lui dis « Tu veux aussi jouer à la maison de Papy ?» « Oui, Kitty. » Et donc il est embarqué dans notre affaire et 1 minute plus tard se retrouve dans les bras de mon épouse qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, ce que la photo montre, c'est qu'il y a eu 7 enfants qui se sont présentés et qui ont joué avec nous. Et que mon épouse a dû ouvrir ses bras toujours plus grands pour accueillir cette meute d'enfants qui s'enfouillaient quand j'avais le dos tourné, la photo ayant été prise par la maman des petites filles qui étaient sur le bord et donc qui m'a laissé un souvenir merveilleux. Et peut-être pour donner une autre clé de l'histoire, quand nous sommes rentrés du pavillon japonais où ça se passe
à notre domicile qui se trouve à 20 km de là, mon épouse et moi, on s'est regardés et on s'est dit, c'était magique, c'était merveilleux. Et on voit déjà, là, on en parlera tantôt, que quand nous jouons avec les enfants, on est dans un don mutuel. Eux se régalent, ils vont recevoir quelque chose de précieux, que je vais dire dans un instant, mais nous recevons aussi une parole qui donne sens à notre vie. Et pour réunir ces trois récits ensemble, la plus belle manière dont je l'ai entendu formuler a été par une maman, à la fin d'une formation en Alsace, qui nous a dit, je vais vous dire pourquoi je suis venu suivre cette formation sur le jeu avec Pascal. Elle nous a dit ceci. Mon enfant de 6 ans m'a posé cette étrange question pour une maman il y a quelques mois. Et la question était, maman, est-ce que tu m'aimes ? Imaginez que cette question vous parvienne et imaginez la réponse intuitive que vous auriez. Elle n'a pas répondu, évidemment. Elle a dû tourner 2 fois la langue dans la bouche et elle a posé une question à l'enfant en guise de réponse. Et sa question a été « Quand est-ce que tu sens que je t'aime ?» Et l'enfant lui a répondu « Quand tu joues avec moi ». Alors moi, c'est un dialogue qui éclaire ma vie, qui éclaire ma profession depuis les années où ça s'est passé, parce que ça veut dire quoi ? Et on est loin de tous les manuels de psychologie qui nous disent quel jeu, à quel âge, les jeux roses et les jeux dans des boîtes bleues. Qu'est-ce qui nous est dit à ce moment-là ? Quand tu t'arrêtes pour entrer dans l'endroit où je suis le plus heureux, je me réjouis, parce que derrière cette façon de le dire, tu joues avec moi, tu dis « je t'aime ». Et qu'est-ce que nous avons fait quand nous rentrons dans la maison du jeu ? Sans doute avec les enfants des autres quand ça se passe dans vos maisons. Nous leur disons « j'arrête tout ce qui se passe dans ma vie et qui est évidemment urgent pour être totalement avec toi. Et quand je fais ça, je te dis « tu es unique au monde ». Tu as du prix à mes yeux puisque j'arrête tout pour être avec toi et pour être avec toi dans le lieu que tu préfères. Quelle parole magnifique, quelle parole qui donne confiance aux enfants sur ce qu'ils sont, le droit d'être dans le domaine du jeu, le droit d'être encouragé à jouer, le droit de ne pas être jugé pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils jouent. Quoi de plus fort pour les faire grandir, leur donner de la motivation et de l'assurance en eux-mêmes. Et donc, mon lien avec la vidéo de Catherine Guéguen serait de dire, quand nous exerçons notre bienveillance à l'endroit de la joie, parce que l'enfant aime tellement jouer, nous lui apportons une parole qui le met en route, qui lui dit « tu es sur le chemin juste, continue à explorer, continue à jouer, continue avec l'enthousiasme que tu manifestes pour explorer la maison, pour explorer les liens, et ça va construire ta vie. » Seconde partie de cet exposé, j'ai cherché quelles sont les postures ou les chemins qui vous permettent de durer dans le plaisir avec les enfants. Car il n'est pas rare que, comme adultes, nous n'ayons pas de plaisir à jouer avec les enfants, et qu'au cœur du jeu, nous soyons lassés, et qu'en plus nous savons que jouer est une scène aussi de petits malheurs, des disputes, de la jalousie, des cris. Et donc, je me disais, comment vous aider
à dire oui et encore oui à cette inlassable question de l'enfant « veux-tu jouer avec moi ?» et quels seraient les chemins concrets que je pourrais vous proposer. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de montrer plus de postures que je ne vais faire en commentaire, en regardant des photos. Et en regardant ces photos, tâchez d'être attentif à ce qui vous émerveille, les visages des enfants et les postures que vous voyez dans les adultes quand ils sont présents. Rêvez-vous aussi de ça. Et donc je vous propose d'explorer quelques postures qui nous permettent, vous allez voir, elles ne sont pas très compliquées, qui nous permettent de durer dans le jeu avec les enfants. Alors, première posture, je dois tout de même l'évoquer, même si j'ai aucune prise dessus, consacrer du temps au jeu. Alors, c'est une posture bateau. Mais si nous trouvons que jouer est important ou que ce mot d'amour que nous prononçons à travers notre présence dans le jeu est important, mais ça se traduit aussi par le temps que nous prenons pour jouer avec les enfants. Et là, je ne suis juge de rien, c'est vous qui, dans votre baromètre, pouvez voir si le jeu a beaucoup de place, peu de place ou n'en a pas. Je voudrais tout de même dire 3 choses. La première, c'est que nos journées sont remplies de petits cailloux qui nous occupent bien. Il y a de la cuisine à faire, il y a des langes, il y a du sommeil, etc. Quelle est la place pour les choses qui sont importantes dans votre cœur? Je peux penser que le bonheur des enfants dont vous êtes responsable a une part dans votre projet. Et donc, parmi toutes les choses qu'on fait dans une journée, le bonheur des enfants, c'est peut-être une plus grosse pierre que d'autres. Et donc, comment je donne de la place à cette pierre de bonheur plutôt que de remplir ma journée avec des tout petits cailloux qui font qu'il n'y a plus de place pour les choses importantes que j'exprimerai par les grosses pierres. La seconde chose, c'est que chaque fois qu'un enfant vous demande de jouer, sachez que c'est un compliment qu'il vous fait. Pourquoi c'est un compliment? C'est parce qu'il croit en vous
capable de le rejoindre dans les lieux qu'il aime en particulier. Et que le jour où il ne vous demandera plus de jouer, ça veut dire qu'il vous aura sans doute casé dans les adultes figés de qui on n'obtient plus cela. Donc simplement, quand l'enfant vous fera la demande de jouer, entendez le compliment qu'il vous fait, entendez sa foi en lui, que vous êtes capable de vivre la relation de jeu ou d'être présente au niveau de ce jeu. Vous allez voir qu'être présent au niveau du jeu, c'est pas si compliqué. Et puis, une dernière petite information, ce n'est pas le peu ou le beaucoup que nous jouons qui compte, on s'en fiche. C'est votre présence dans ce moment-là. Alors, la pleine présence, la pleine conscience, vivre l'instant présent, qui sont des mots à la mode aujourd'hui, nous le faisons presque naturellement avec un tout petit bébé, parce que nous sommes tout à lui. Mais dès que les enfants grandissent un peu, qu'ils sont capables d'être autonomes, de jouer avec d'autres enfants, nous pouvons très bien être en train de jouer avec eux tout en pensant à ce que nous allons cuisiner ou en pensant à ce que nous allons dire à telle maman ou à tel papa quand il reviendra chercher son enfant. Abandonnez tout ça, soyez dans l'instant présent et le peu que vous vivrez sera magique dans le cadeau. Deuxième posture, elle est aussi relativement facile et c'est pour ça que j'avais pris ce diaporama. On reste dans le jeu si on est capable de s'émerveiller. Et s'émerveiller, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est une attitude active. Un jour, dans le magasin que j'ai eu à Bruxelles pendant 35 ans, il y a une maman qui vient près de moi et qui me dit « Je ne sais pas comment jouer avec mon enfant ». Et donc je lui ai dit « Viens, prends ton petit de 1 an et demi et nous allons découvrir des pistes pour jouer avec l'enfant. » Et donc, on s'est assis sur le plancher du magasin, j'ai pris un cylindre, j'ai créé une pente naturelle, le petit enfant d'1 an et demi était là, la maman était là, et j'ai fait rouler le cylindre, ce qui ne demande pas beaucoup de matériel. Et bien sûr, quand je faisais rouler le cylindre, je voyais bien que les yeux de l'enfant suivaient le cylindre qui progressait, qui suivait mon geste quand je le ramenais, qui suivait le recommencement, et même qu'au bout de 5-6 fois, il s'est mis à 4 pattes pour aller chercher le cylindre et me le donner. En même temps, j'observais la maman, et je me suis tourné vers elle, et je lui ai dit, c'est pas moi qu'il faut regarder. C'est pas le cylindre qu'il faut regarder, c'est ton enfant. Regarde comme ton enfant est un vivant. Quand il joue ce simple jeu de suivre un bloc, d'être motivé d'aller le rechercher et de me provoquer pour que je recommence. Nous sommes devant nos enfants, devant le spectacle de la vie. Si nous sommes dans l'instant présent, nous nous nourrissons de ce merveilleux qui se passe devant nos yeux, de cet instinct de curiosité et d'enthousiasme qui se déploie à travers le jeu dont nous sommes co-acteurs. L'émerveillement, c'est tellement, tellement important pour rester dans le jeu. Et en cherchant les photos qui ont été montrées, qui sont pour une part des photos de l'enfance de mes petits-enfants, je n'ai pu que me dire mais que c'était beau ce que nous avons vécu, que ça avait du sens de vivre ces moments-là et de recevoir cette source de fraîcheur qu'il nous donnait. La deuxième chose que j'ai envie de dire, elle est un petit peu plus compliquée. On peut s'émerveiller de ce qui apparemment est difficile et source de souffrance dans le monde du jeu et donc dans les scènes de jeu qui se passent dans vos maisons. Il y a des disputes, il y a de la jalousie, il y a des cris, et vous, parfois le jeu, c'est comme ça, et si les enfants sont à la sieste, c'est bien plus calme.
L'émerveillement dont je vais vous parler est un retournement de la situation, et pour l'expliquer, je prendrai cette histoire. Elle se passe dans un village où depuis très très longtemps, sur la place publique, il y a un énorme rocher. Et on a cherché des idées pour régler le sort de ce rocher, mais ça coûtait cher, il était encombrant, et puis finalement on s'est habitué et on l'a laissé là. Or, passe un jour dans le village un artisan sculpteur. Et lui, bien sûr, c'est sa matière. Il voit le rocher, il en fait le tour, il le touche, il le frappe, et il a une idée. Il expose son idée aux élus, on l'écoute avec intérêt, on parle d'honoraires, on fixe les honoraires, on lui donne un feu vert, et on dresse autour du rocher une grande palissade pour qu'il puisse travailler en paix. Et durant des semaines, on entend le bruit du marteau et du burin. Il est au travail. Et puis un jour, on apprend que l'œuvre est finie et qu'elle va être inaugurée le dimanche d'après à l'occasion d'un apéro municipal. Donc pendant la nuit, les ouvriers communaux enlèvent les palissades, couvrent l'œuvre avec un grand voile. On se retrouve le dimanche matin à l'apéro, et pour l'ouverture de l'apéro, le maire inaugure l'œuvre, on tire le voile et chacun peut découvrir un superbe cheval. C'est l'occasion de faire la fête, on trinque, on boit l'apéro, mais dans l'assemblée, il y avait un petit garçon qui accompagnait son papa. Et le petit garçon, pendant l'apéro, lâche la main de son papa, se faufile entre les grandes personnes, vient se camper devant le sculpteur et lui pose cette question : « Monsieur, comment avais-tu deviné qu'il y avait un cheval dans le rocher ?» Et ça, c'est une histoire qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon chemin et dans ce que je peux échanger avec vous, avec d'autres. Pourrions-nous avoir l'intuition que dans les scènes de désolation qui se passent quand les enfants jouent ensemble, nous pourrions en faire quelque chose de beau, une œuvre qui les ferait grandir et dont nous serions tout de même légèrement fiers. Il y a un travail de transformation dont nous pourrions nous émerveiller. Et si je prends un exemple qu'on m'a chuchoté dans l'oreille, c'est celui de la situation qui se passe chez vous, où il y a un jouet qui n'intéresse aucun enfant. Et puis soudain, de la cuisine, de l'endroit où vous êtes, vous entendez que ça se dispute. Il y en a un qui a trouvé le jouet, et soudain, alors que personne n'était intéressé, ils sont tous dessus, en train de tirer de leur côté. Faire une œuvre de vie, faire un chef-d'œuvre comme le sculpteur a transformé le rocher, c'est, au-delà de la réaction naturelle que j'aurai, qui est sans doute « ça suffit, j'en ai marre, je prends le jeu et je le mets de côté », si on peut le faire tout de suite, avec plus de bienveillance, tant mieux, mais c'est vraisemblablement prendre du recul, après que ce soit passé, et se dire « mais est-ce que j'aurais pu traverser cette situation autrement pour que les enfants soient gagnants et que moi je me réjouisse d'avoir fait avancer la vie ?» Donc c'est ça que je voudrais vous expliquer, c'est qu'on peut s'émerveiller de la transformation qu'on va opérer sur quelque chose de douloureux. Et souvent, on ne le fait que dans du recul. Parce que le soir, on repense à sa journée et on se dit « bon, la prochaine fois, si je m'y prenais autrement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que ce jouet inintéressant a tout à coup suscité l'intérêt de tous ? Est-ce que c'est parce qu'un aîné l'a remarqué que les autres ont été intéressés ? Mais peut-être que l'interaction de la vie, de l'exploration se passe ainsi. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir 2 ou 3 pour qu'ils puissent tous jouer en même temps ? Oui, mais ça coûte cher. Et si je demandais l'avis d'une autre assistante maternelle, qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation ?
Et si nous avions l'idée d'acheter ensemble les jeux, par exemple 2 exemplaires de ce jeu, 2 exemplaires de cet autre jeu, et les deux seraient, enfin un duo de paires, une paire serait chez moi, tandis que l'autre jouet en duo serait chez l'autre, et on les échangerait, ça coûterait le même prix, et on pourrait favoriser une autre façon de gérer les jouets dans nos familles. Donc on peut avoir toute une imagination pour que le jeu se change. Comment la prochaine fois je vais intervenir? Est-ce que je vais crier « ça suffit » ou est-ce que je vais arriver en me mettant à leur hauteur et en leur disant « qu'est-ce qui se passe ?» Ou « regardez ce qui se passe avec ce jouet » et je bascule dans un exemple que j'ai vécu moi-même. Je me rappelle que j'étais invité pour un week-end avec un de mes petits-enfants chez une amie. Et donc j'étais à l'intérieur et les enfants jouaient dans le jardin. Il se passe exactement une scène du type que j'ai évoqué. J'entends Sacha, mon petit-fils, qui se dispute avec Corentin. Et en écoutant de loin, Corentin dit « c'est à moi » et Sacha dit « c'est moi l'invité ». Et je me suis trouvé vraiment devant la parabole de la transformation, qui est celle-ci. Je reste assis et je les laisse se débrouiller avec leurs cris. C'était peut-être une bonne solution. Je pense que les enfants, quand les adultes n'interviennent pas, arrivent à réguler leurs conflits. Le passage que j'ai passé, c'était sur le temps libre d'ailleurs, je pourrais y revenir. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit, cette scène de désolation, cette scène de dispute, tu peux en faire quelque chose de beau. Et donc j'ai vraiment pris mon courage à 2 mains, je suis sorti de la maison et quand je suis arrivé près d'eux, je les ai surpris en disant « Waouh, c'est un tigre sauteur !» Et j'ai pris le tigre, il a sauté très très haut. Et je les ai regardés, j'ai dit « On va faire un jeu avec ce tigre. » Et j'ai placé entre les deux une bûche que j'ai attrapée sur le côté. Et j'ai mis le tigre dans les mains de Corentin, et j'ai dit à Corentin, fais sauter au tigre la bûche qui est devant toi. Et Corentin, il a pris le tigre, il l'a jeté vers Sacha. Et Sacha, il a repris le tigre, et il a fait sauter du côté de Corentin. Et au fur et à mesure que le jeu se passait, il y a l'énergie qui commençait à diminuer, et ce tigre faisait des sauts très élégants, et puis le conflit a disparu, ils sont partis jouer. Et moi, quand je suis rentré, de la même façon que je disais à mon épouse, quel beau moment nous avons vécu, quelque part, j'ai été habité par de la fierté, mais ce n'est pas une fierté de vantardise, c'est de me dire, tu as pris du temps au cœur d'un jeu pour transformer ce qui était douloureux en quelque chose qui était admissible et qui en devenait beau à mes yeux. Un autre exemple que je voudrais donner, c'est je joue avec Laïna, une de mes petites filles qui a 15 ans aujourd'hui, mais qui avait 4 ans à l'époque, et je joue un jeu de mémoire avec elle. Et durant la partie, je vois qu'elle triche. Je pourrais vous demander à toutes, quand un enfant triche, quelle est votre réaction immédiate? Je parle à votre place, parce que j'ai souvent fait l'exercice. Je lui dis, c'est pas bien. Je lui dis, on ne joue plus. Ou bien, certains disent, je triche encore plus qu'elle pour la dégoûter. Ma réaction, parce que j'essaye de travailler le matériau du jeu, et que le matériau du jeu, c'est une source extraordinaire pour transmettre aux enfants des bonnes choses. Alors, c'est réfléchi parce que je suis souvent dans des situations. Ma réaction, au risque de vous choquer, c'est pas « je triche encore plus », c'est « je me réjouis ». Et pourquoi je me réjouis? Parce que ça se passe précisément dans un jeu et pas dans la vie réelle. Si ça se passait à l'école, il y aurait une sanction prévue. Et dans la cour de récréation, les amis ou les ennemis se moqueraient de ma petite fille en lui disant « sale tricheuse ». Et ça me ferait mal.
Je me réjouis parce que c'est dans un jeu, que dans le jeu on peut expérimenter des choses sans danger. L'exploration, elle se fait parfois très bien, elle se fait avec recul. Et la seconde chose, je me réjouis parce que ça se passe sous le dôme de ma bienveillance pour elle, ici, de mon amour pour elle. Et ça change tout. Ça, elle ne le voit pas. À part ça, il faut que j'ai une attitude concrète. Et donc, moi, je lui dis plutôt, tu sais, quand tu triches, je n'ai plus envie de jouer avec toi. Moi, je parle en jeu, de mon émotion à moi sans la juger. Ouf, c'est une parole bien plus forte que je triche encore plus ou c'est pas bien et les choses moralisantes qu'on peut dire. Elle n'a pas du tout envie d'être privée du plaisir de jouer avec vous, avec moi. Donc elle dit, je ne le ferai plus, papy. Je lui dis, tu dis ça. Mais comment allons nous engager à ne plus tricher l'un et l'autre quand nous jouons ensemble? Donc j'essaye de déculpabiliser en me mettant dans le nous. Elle dit, je ne sais pas. Et nous avons toujours notre place d'adulte, merveilleuse au cœur de ce jeu. Je lui dis, je sais. On va se taper dans les mains pour se rappeler notre engagement mutuel. Elle revient le samedi d'après. Évidemment, elle veut jouer avec moi. Donc nous nous installons devant un jeu de société. Moi, avant le jeu de société, je lui dis, tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois? Non. Tu te rappelles qu'on s'est frappé dans les mains? Ah oui, ça voulait dire que nous nous sommes promis de ne plus tricher. Le geste, les rituels que vous installez vont être transformateurs et vont nous permettre d'avancer dans la vie. Je me régale dans des moments comme ça. Je me régale quand je joue avec les enfants et que ces lieux difficiles sont des passages étroits pour faire quelque chose de beau. Occasion de s'émerveiller. Troisième posture sur laquelle je voudrais venir, une posture vraiment toute simple, se rendre proche des enfants. Se rendre proche des enfants, c'est quelque chose de très facile parce qu'on pense d'habitude que jouer, c'est quelque chose de très actif. Alors on peut être très actif, comme vous avez vu dans le parc. Moi, je cours, je donne toute mon énergie, ma femme, elle est tranquillement assise. Donc, il y a des positions différentes, mais j'ai envie de dire que le plus souvent, nous pouvons simplement être là. Et donc, une vraie posture, c'est venir s'asseoir au niveau des enfants sur le sol et être à la hauteur de leurs mains. Simplement. Ils vont vous accueillir avec joie. Ils ne vont rien vous demander d'autre comme posture d'être là. Si, ils vont vous guider. Et je pense que se faire proche des enfants, c'est surtout pas rentrer dans un leadership. C'est surtout pas leur dire ce qu'on va faire. C'est surtout pas organiser pour eux. Le jeu, c'est leur monde. Le jeu, ils testent leur performance, leur autonomie à leur façon et c'est très bien. Je deviens au cœur de ce jeu un complice bienveillant. C'est quoi un complice bienveillant? C'est celui qui soutient. C'est celui qui dit « super ce que tu as fait ». C'est celui qui accueille la fierté de l'enfant qui a formé une tour. C'est celui qui remarque que l'enfant, à travers son jeu, a avancé dans une direction inattendue et qui le lui dit, qui l'encourage, qui le soutient. C'est l'encourager peut-être aussi par une pédagogie de la réussite. J'ai pris un exemple ici, tout simple. Je pense qu'on peut commencer vers 3 ans, des mémos. Et par exemple, une pédagogie de la réussite serait celle-ci. Un mémo, en principe, c'est 36 cartes. Et vous savez comment ça se passe. On les met sur la table cachée et le jeu va être d'en retourner 2 pour trouver la même paire. Tout le monde connaît ce jeu. Quand je joue pour la première fois avec un petit enfant, je fais ainsi. J'ai le petit enfant devant moi et je lui dis « Oh, il y a un escargot qui veut jouer avec toi. Il voudrait jouer à cache-cache. Regarde, il se cache. » Et je retourne la carte de l'escargot et je dis au petit enfant
Où est l'escargot? C'est facile. Là, on va vérifier. Retourne. Oh, tu as trouvé l'escargot, bravo! Il y a un petit chat qui voudrait venir jouer avec lui. Escargot, je peux jouer avec toi? Oui. Le petit chat se cache, l'escargot se cache, et je demande à l'enfant, où est le petit chat? Là, c'est juste. Je pose une question que je ne devrais pas poser, où est l'escargot? Là, bravo. Et tout à coup, il y a un poisson qui veut venir jouer avec. Et il se met parmi les compagnons, je cache le chat, je cache le poisson, je cache l'escargot, où est le chat? Moi, je ne suis pas sûr que je pourrais encore répondre. Mais l'enfant, il dit, le petit chat est là. Et l'escargot est là. Et le poisson est entre les deux. Bravo! Et je rentre et j'amplifie le jeu. Il se recache à nouveau. Mais cette fois-ci, je fais des gestes tranquilles pour montrer qu'il y a des déplacements et je demande à l'enfant, où est l'escargot? Là, papy. Et le poisson. Là, papy. Et le petit chat. Et donc, au lieu de mettre 36 cartes, je rentre dans quelque chose qui est possible, qui fait que l'enfant ressort du jeu avec émerveillement, à part ça, c'est un jeu à ma hauteur, et avec fierté. Et donc, la prochaine fois, il va bien sûr me dire, on joue encore avec l'escargot. Une pédagogie de la réussite que je peux mettre dans ma proximité. Et puis, c'est vrai qu'il arrive de temps en temps que nous soyons lassés dans ce jeu de proximité. Parce que je me suis assis au milieu des enfants et que la petite Sarah, elle me fait un plat avec des haricots et des saucisses une fois, et puis je dois faire semblant de le manger, et puis elle recommence, et ça arrive 6 fois de suite. Heureux ceux qui savent garder l'émerveillement dans de telles situations. Mais je comprends qu'on soit lassé. Et donc, comment pouvons-nous être des magiciens au moment où nous pourrions sentir que nous quittons l'émerveillement pour transformer la situation en disant « c'était délicieux, maintenant je vais aussi cuisiner dans ma cuisine et si tu as envie de tourner dans la casserole, tu es le bienvenu. » Soyons des magiciens en inventant l'instant présent. Ce que nous pourrions aussi découvrir quand nous nous rendons proches, c'est la bienveillance des enfants les uns pour les autres dans le domaine du jeu. Je voudrais vous raconter un récit d'une lecture que j'ai adorée. Je pense que c'est la lecture au niveau du jeu qui m'a le plus nourri. Elle est de Peter Gray, G-R-A-Y. Un psychologue du comportement et un biologiste. Il écrit un livre qui s'appelle « Libre pour apprendre » aux éditions Actes Sud. Je me suis régalé, et je ne lis pas beaucoup de jeux sur mon métier parce que j'ai l'impression qu'on tourne toujours autour de quel jouet à quel âge. Et il commence son livre en disant « Parmi mes meilleurs professeurs, il y a eu Lou Ruby, 6 ans. » Alors, c'est le temps où le jeu libre, ça veut dire le jeu hors regard des parents, avait beaucoup de place. C'est quelque chose que les enfants d'aujourd'hui ont perdu, et spécialement en ville. Moi, dans mon enfance, j'allais explorer avec mon frère les terrains vagues, on grimpait dans les cerisiers, et même Hillary Clinton, dans un livre sur sa propre enfance, disait la perte du temps libre, de ces moments où on partait avec les voisins du matin au soir explorer les environs, on l'a perdu. Et c'est très dommageable pour les enfants parce que quand l'adulte n'est pas sous le regard des adultes, il est obligé d'activer sa liberté, son autonomie, sa sociabilité avec les autres. Lou Ruby, pourquoi elle est précieuse pour Peter Gray? Parce qu'elle lui a appris à rouler en vélo. Alors, Lou, elle avait un vélo de fille. Et elle plaçait Peter au-dessus de la pente du village
pour que la vitesse l'aide à avoir de l'équilibre. Et ainsi, après quelques dégringolades, il a appris à rouler en vélo. Quand ses parents ont appris qu'il était capable de rouler en vélo, ils ont été très fiers, c'est bien, et ils lui ont offert un vélo de garçon et un peu plus grand pour que ça dure plus longtemps. Quand on dit que les enfants sont méchants les uns pour les autres, puissions-nous, au cœur des jeux avec nos enfants, nous émerveiller de ce qu'ils sont capables de faire et de la relation surtout entre les plus grands et les plus petits qui prennent soin et qui apprennent dans ces instants-là leur métier de parents. Il y a une très très belle initiative à découvrir qui s'appelle les Racines de l'empathie. Elle se passe au Canada. Elle a été initiée par Mary Gordon et on fait venir dans des classes d'enfants de 9 ans une maman et son bébé, entre guillemets, tout neuf. 1 heure par mois. La maman donc vient avec un bébé qui a 2 ou 3 mois. On a mis un tapis dans la classe, les enfants sont autour et la maman dépose ou a le bébé dans les bras selon son âge. Et comme le bébé ne peut pas parler, les enfants essayent de comprendre ce qui se passe dans la tête du bébé. Et ils le font en se faisant empathique, ils le font en posant des questions à la maman, ils le font en partageant leur propre expérience quand elle est en rapport. Il y a des scènes magnifiques qui sont racontées, même si le livre est très mal écrit. Mais Peter Gray l'évoque et donc moi, ça m'avait rendu gourmand d'aller voir. Ce qui est important, c'est de voir que des études universitaires ont suivi cette expérience. L'enfant revient avec sa maman chaque mois, donc il a tout le temps, il a grandi forcément, donc ils vont le voir à 4 pattes, etc. Et des études universitaires ont montré que les enfants qui avaient suivi ce programme entrent dans une courbe de bienveillance entre eux qui n'existe pas dans les classes où il n'y a pas eu cette présence du bébé. Donc c'est incroyable qu'un bébé dans une classe avec des enfants de 9 ou 10 ans va tout transformer et que la courbe de bienveillance va persister un certain nombre d'années. Bienveillance entre les enfants. Enfin, dernière chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est quelle est mon attitude, ma posture, mon intention préalable quand les enfants viennent à la maison. Est-ce que je suis capable, si j'ai le temps, avant que la première sonnette retentisse, de me dire qu'est-ce que je vais tâcher de faire comme petit chef-d'œuvre avec eux dans le domaine du jeu? Comment je vais rester calme aujourd'hui, particulièrement quand il y a une scène? Quel temps je vais prendre avec eux pour être simplement avec eux? Ils vont me guider dans le jeu, j'ai rien à faire. Ils vont me dire ce que je dois faire et c'est très bien et c'est facile. Est-ce que je pourrais particulièrement aujourd'hui m'émerveiller des plus âgés, de leur jeu, etc. Et une intention que nous pouvons avoir, c'est de devenir sensible à ce que nous recevons des enfants et à ce que nous offrons aux enfants, parce qu'on ne reste dans le jeu que si on est dans l'échange mutuel. Alors, ce qu'on reçoit des enfants, c'est de la fraîcheur, c'est cette magie incroyable de l'exploration, de l'enthousiasme, de la curiosité. Ils sont des maîtres, sans les gober, pour nous à cet égard, et je pense que nous ne restons vivants que quand nous sommes aussi habités par la curiosité et l'enthousiasme. Ils nous apprennent l'instant présent. Que de cours nous pouvons suivre sur l'instant présent alors que nous avons des enfants qui nous le réapprennent et qui nous en témoignent à longueur de journée. Ils nous permettent de remplir notre mission humaine qui est d'éduquer, qui est précieuse. Et, ce n'est pas le moindre, quand nous entrons dans la maison du jeu pour les rejoindre, ils nous prennent tels que nous sommes, sans nous juger, ce qui devrait faire tomber tout stress. Dans la vie, nous sentons qu'à tant d'endroits nous sommes jugés, avec les enfants nous ne sommes pas jugés. Ils nous le disent quand ils courent dans nos bras, parce qu'ils nous prennent tels que nous sommes. C'est une belle expérience. Ce que nous apportons, c'est en tout cas du lien, et Dieu sait si vous savez que ce lien est précieux parce que des enfants plus âgés qui sont passés chez vous vont revenir, et ils vont déposer leur sac
ou partager leur joie, mais nous leur partageons aussi les valeurs qui nous habitent. Et nous le faisons sans moraliser. Et quand nous le faisons dans un jeu, ça passe tout seul si nous avons du plaisir de jouer. Sommes-nous habités par des valeurs? Je l'espère. Ce n'est pas pour rien que cette tour est là. Cette tour, c'est l'expression d'un de mes jouets préférés. Et peut-être qu'en expliquant pourquoi cette tour est précieuse, je vais vous montrer un chemin concret qui partage mes valeurs sans les dire. Généralement, quand nous achetons des cubes en bois, parce que nous trouvons ça intéressant et créatif, nous leur offrons des cubes comme ceci. Et quand le petit enfant à 10 mois passe du jeu avec la bouche au jeu de jeter, puis au jeu de superposer, il se trouve dans cette situation, que je vais un peu caricaturer, qu'importe. L'enfant est encore maladroit. Et à travers les jeux, il va devenir de plus en plus adroit. Mais à ce moment-là, il est maladroit, il tente de poser. Et ça tombe. Et comme il a de l'enthousiasme et de la curiosité, qu'il ne lâche pas un jouet tant qu'il n'a pas exploré, il recommence. Et ça tombe. Il recommence. Et ça tombe. Il recommence. Et ça tombe. Non, ça tombe. Et si ça tombe 6 fois, il a compris, il s'occupe d'autre chose. En fait, on a très peu d'éducation au jeu. On nous laisse jouer avec notre bon sens et on commet des erreurs monumentales. Pourquoi le jeu rate ici? Parce que les sections sont toutes petites. Et que si nous avions mis des gros cubes, la maladresse de l'enfant serait compensée par la largeur. Et comme ça réussit, l'enfant est encouragé. Et comme ça réussit encore, il te tire par la main et il dit « Viens voir ce que j'ai fait ». L'accueil de sa fierté. Mais l'accueil de sa fierté au cœur du jeu, c'est l'encourager. Mais nous commettons une seconde faute de bon sens en donnant ces blocs-là. Nous donnons des blocs en couleur. Et des blocs en couleur, ça glisse. Donc, nous lui donnons des petits blocs et en plus, nous les donnons en couleur. Et nous nous étonnons que ce que vous appelez les cubes et qu'on appelle les blocs, chez nous, c'est un jeu qui rate ou un jeu avec lequel ils ne jouent presque pas. Mais quand on leur donne des blocs larges, 4 cm sur 4 cm, et qu'on est dans du bois naturel, donc les sections qui ont été coupées sont légèrement rugueuses, l'accrochage est bien plus facile pour réussir son affaire. Je pourrais vous raconter des dizaines de minutes sur les blocs en bois. Ils sont basés sur des multiples parfaits. Ils s'adaptent aux autres jeux comme le Capla. Ils sont les fruits d'un pédagogue qui s'appelle Frebel et qui a dit quelque chose d'étonnant. Ce jeu-là, lui qui avait le souci des assistants maternels, parce que, en fait, pour lui, il a dit « Jouer, c'est important pour un enfant ». Et pour soutenir son idée, il a créé 3 choses. Il a créé les écoles maternelles, les jardins d'enfants, pardon. Il a créé, avec les femmes qui étaient curieuses, des stages qui sont devenus les écoles normales. Et il a créé ce jouet en disant de ce jouet quelque chose d'incroyable, mais moi dont j'ai fait la vérification, ce jouet n'est jamais en avance, n'est jamais en retard. N'est jamais en avance, n'est jamais en retard. Quand je fais des ateliers avec des enfants d'âge divers, entre 1 an et 6 ans, les enfants y jouent tous à ce qu'ils ont envie d'expérimenter et ça se passe dans le calme. C'est vrai que quand je les mets, les enfants sont en train de les rassembler ou de les aligner ou de former des escaliers de plus en plus hauts ou de les trier par forme ou de les jeter ou de les mettre en bouche, de les tester de tous les sens. Sur les boîtes de Abba, cette excellente firme de jouets en bois, regardez sur les blocs en bois, il est marqué de 1 à 8 ans. C'est incroyable d'avoir cette largeur sur les jouets. En tout cas, moi je me dis, génial comme jeu, on couvre beaucoup d'âges, donc non-consommation. C'est un jeu qui se mélange bien avec les tigres, avec les animaux, avec les Playmobil.
C'est un jeu créatif. C'est un jeu qui est fait avec du bois FSC, produit en Europe. Il dit plein de mes valeurs sans que j'ai besoin de les dire. Donc, je décide avec mon épouse que c'est vraiment un bon jeu à offrir dans les familles de mes petits-enfants. Et donc, nous leur offrons une boîte avec plein de blocs. Et je me rappelle que mes petits-enfants, à 1 an, tous se mettent à jouer, ils regardent le cylindre rouler, ils mettent en bouche, les jeux s'allument. Mais l'aîné de mes petits-enfants a 4 ans quand elle les reçoit. Et je dis, viens voir Laïna, et je déverse les blocs devant elle, et elle regarde ça, et elle va tourner le dos à ce jouet dont j'ai rêvé pour elle. Et moi, dans ma tête, ça tricote. Je me dis, c'est pas possible. Et alors, je cherche ce que je peux lui dire et je lui dis, cette parole du rendez-vous de l'adulte avec l'enfant, est-ce que tu veux bien jouer avec moi? C'est moi le demandeur. Ah ça l'intéresse. Elle se retourne. Et puis, il faut proposer quelque chose. Et donc, je lui dis, j'ai une idée. On va faire un mur à travers tout le salon pour que mamie ne puisse pas traverser. Et nous construisons notre mur. Et mamie, quand elle vient, elle fait semblant de ne pas pouvoir traverser. Et nous nous réjouissons. Et nous prenons une photo de ce moment magique. Et le soir, quand elle s'en va, je lui dis, la situation s'est retournée, merci d'avoir joué avec moi. Et elle me répond, de rien, papy. Elle sait que nous sommes aussi nourris de ce jeu. Mais quand elle revient 1 semaine plus tard, elle dit « On fait encore un mur à travers tout le salon pour empêcher mamie de traverser. » Jouer est un mot d'amour, c'est la seule chose à retenir. Jouer, quand on se rend dans le monde de l'enfant, on lui permet d'être bien dans ce monde du jeu, de l'exploration par le jeu, on l'affirme, on le confirme dans les choses les plus essentielles pour découvrir la vie. Je me rappelle, je finirai par là, de ce jeu-ci dans le magasin que j'ai eu. Ça s'appelle l'échelle de Jacob ou le serpent Watogo. C'est un jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui se plie et se déplie. Mais si on travaille un peu ce jeu, on peut faire de l'autre un magicien. Donc il n'a pas été rare dans ma relation avec les enfants qui mendiaient au Maroc ou avec mes petits-enfants, de les transformer en magiciens, et dès qu'ils faisaient abracadabra, hop, ça devenait un petit bonhomme. Et que si on disait plutôt abracadabus, ça devenait un petit chat, ou une girafe, ou un mille-pattes. Il savait que le moment dangereux arrivait parce que, de temps en temps, l'échelle de Jacob se transforme en crocodile qui va lui manger le bout du nez. Mais dans les jeux, les choses changent tout le temps. Les crocodiles deviennent des papillons ou des poissons qui fendent la mer. Alors, le but n'est pas de me vanter. Le but est surtout ceci. Quand je prends le temps de jouer avec un enfant, à travers cet émerveillement dans lequel il rentre, et dans le droit de jouer avec la même chose, il s'en va heureux et revient chez moi 15 jours plus tard en me disant « Pascal, j'ai inventé quelque chose que tu ne connais pas. » Et il met l'échelle sur sa tête et il dit « Regarde, c'est des oreilles de chien qui se lèvent. »